Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Souminois dévoile ce mardi 11 juin le programme quinquennal de son gouvernement. Après son audition par l'Assemblée nationale, réparti sur 6 piliers, ce programme chiffré à 92,9 milliards de dollars accorde la priorité à la création d'emplois, l'amélioration du pouvoir d'achat, la modernisation des infrastructures et la sécurité, ainsi que la défense nationale. À ce stade, une question se pose: à quoi sert ce budget ambitieux du programme du gouvernement souminois? Tentative de réponse dans ses commentaires. Regardez. Selon ces programmes, un montant de 26,7 milliards de dollars américains est alloué à la création d'emplois et à la protection du pouvoir d'achat de ménages, soit 29% du budget total du programme gouvernemental. Le nombre total d'emplois à créer à l'horizon 2028 est de 6,4 millions. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit notamment la mise en place d'une plateforme numérique pour le suivi des emplois créés et l'implantation de l'Office national de l'emploi, une structure de la présidence de la République dans tous les 145 territoires du pays. L'aménagement du territoire constitue le deuxième pilier du programme souminois avec un budget de plus de 20,8 milliards de dollars dédié à la connectivité du pays. L'entretien et la réhabilitation des 10 000 km de routes de dessert agricole par an, l'accélération de la construction des routes urbaines à Kinshasa et la construction de 3 750 km de routes prioritaires du réseau national figurent parmi les priorités. La modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa et la construction ou la modernisation des aéroports d'Njili à Kinshasa, de Bimpemba à Mbujimayi et de Kavumu à Bukavu sont également envisagés. De plus, le gouvernement prévoit de faciliter l'acquisition d'avions pour Congo Airways afin d'améliorer les transports aériens. Le gouvernement souminois prévoit plus de 18,6 milliards de dollars à la défense et à la sécurité, soit 20% du budget total. L'opérationnalisation de la loi de programmation militaire adoptée en 2022 et la mise en œuvre de la loi instituant la réserve armée figurent parmi les actions clés. Le recrutement continu dans l'armée et l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles sont également prévus pour répondre aux défis sécuritaires, notamment dans l'est du pays. Pour Valérie Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, estime que la réussite de ces programmes ambitieux repose sur des facteurs tels que la lutte contre la corruption. Il préconise la mise en place des mécanismes de suivi rigoureux et un renforcement de l'audit de recettes fiscales. Le respect du circuit de la dépense publique est également crucial, selon Valérie Madianga, qui appelle à assigner des missions précises avec des indicateurs clés au ministre et à extirper du circuit des personnes de mauvaise moralité. À la une également, désigné facilitateur depuis octobre 2022 au Tchad, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu des mains de son envoyé spécial à Djamena, Didier Manzenga, le rapport à mi-parcours de résultats des élections présidentielles au Tchad et du calme qui y règne en cette période électorale avant la tenue de législative. Rontalou est là pour plus de détails. En pleine période préélectorale, les habitants eurent un air de quiétude, une attitude pacifique que personne ne présageait après le décès d'Idriss Déby Itno. La désignation de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo en octobre 2022 comme facilitateur de la transition tchadienne a été d'un grand apport pour les processus de pacification entre les belligérants afin de concilier leurs avis jusqu'à obtenir les élections transparentes. Le lundi 10 juin, l'envoyé spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Didier Manzenga, a présenté les rapports à mi-parcours après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressée au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en N'Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré
pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'envoyé spécial du chef de l'État au Tchad a également informé de l'arrivée, dans le tout prochain jour, à Kinshasa, du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour un plaidoyer auprès du président Tshisekedi afin de fédérer ses homologues de l'EAC pour accompagner le législatif au Tchad. Situation de sécurité, on en parle dans ce journal après une attaque meurtrière la semaine dernière en République démocratique du Congo. Des volontaires de la Croix-Rouge, des jeunes du village de Massala à l'est du pays sont à la recherche du corps des disparus. La violence a déplacé près de 7 millions de personnes dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. Diane Bonga nous fait le point. Le gouvernement congolais a déclaré lundi que des militants alliés au groupe État islamique dans l'est du Congo ont tué au moins 41 personnes dans plusieurs villages de la province du Nord Kivu. Nous avons appris que les membres de nos familles qui fuyaient avaient été tués en chemin. Ici, nous avons 2 corps, une fille et un garçon. Regardez comme ils ont été tués. Le communiqué indique que les attaques de vendredi ont été menées par des militants de forces démocratiques alliés dans les villages de Massala, Mahihi et Kémé. De membres de la société civile locale ont affirmé que les bilans réels étaient plus élevés, avec jusqu'à 80 personnes tuées dans les attaques. À Massala, la population est encore sous le choc et demande davantage de protection de la part du gouvernement. Je demande aux autorités de continuer à nous protéger, car nous ne savons plus où nous en sommes. L'Est du Congo est en proie à la violence armée depuis des décennies. Plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leur communauté. Certains groupes armés ont été accusés de massacres. La violence a déplacé près de 7 millions de personnes, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. Lancement le lundi 10 juin 2024 de la formation de renforcement de capacité des hauts magistrats civils et militaires des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Cette formation de 2 jours abordera plusieurs thématiques sur la sécurité et les droits de l'homme dans le secteur extractif. Un accent particulier est mis sur le secteur minier. Jules Moulin nous en dit plus. À l'extérieur. Durant 2 jours, ces hauts magistrats civils et militaires verront leurs capacités renforcées sur des questions sécuritaires et juridiques dans les secteurs extractifs, notamment celui des mines en République démocratique du Congo. L'objectif est de réduire considérablement l'impunité des infractions commises dans ces secteurs. Vous savez que le Lualaba et le Haut-Katanga sont des provinces minières et là où on parle d'exploitation de ressources minières, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des conflits, il y a des violations des droits de l'homme, il y a des infractions. Il existe toute une panoplie de services qui font leur travail. Chacun fait son travail comme il doit le faire. Mais parmi les acteurs les plus importants pour nous se trouvent les acteurs judiciaires. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons organisé cette première activité qui vise au renforcement des capacités des acteurs judiciaires. Le Royaume des Pays-Bas soutient via un projet une série de formations des principaux acteurs concernés par les problèmes liés à la sécurité et les droits humains dans les mines. Selon l'ambassadeur de ces pays, les investisseurs de son pays ne peuvent être attirés que par un secteur minier respectueux des droits. C'est très important d'avoir un cadre ou un système minier qui fonctionne, qui respecte les droits humains, qui respecte les conditions de travail. Ça va augmenter les profits des ressources pour les Congolais eux-mêmes, mais aussi ça va encourager les entreprises néerlandaises et européennes, occidentaux, pour venir ici et investir. On ne peut pas investir, c'est un grand risque si les conditions dans les mines ne sont pas
au niveau correct des droits humains et des conditions de travail. Les magistrats civils et militaires participant à cette formation sont visiblement conscients de sa pertinence. Elle enrichit leurs connaissances dans l'accomplissement de leur mission qui s'est fait déjà selon le haut magistrat Manda Lupula. Pour le compte de la justice, il n'y a pas de retenue possible toutes les fois que la justice est mise à contribution dans la recherche des infractions, tout comme dans l'administration de la justice le fait sans problème. Quitte aux autres acteurs qui sont impliqués dans ces activités de faire leur part. Pour nous, les magistrats, nous allons profiter de l'apport des autres acteurs du secteur pour remplir notre rôle. Pour cette journée, 2 modules étaient au programme, à savoir les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et l'implication illicite des policiers et militaires dans l'exploitation minière artisanale. À l'issue de la formation, des recommandations seront formulées pour, d'une part, renforcer l'observance des lois qui régissent les secteurs de mines par rapport aux droits humains et d'autre part, de réduire l'impunité des infractions commises. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a tenu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues lors du sommet des ministres des Affaires étrangères des BRICS à N'Djamena, en Russie. Les discussions ont eu lieu avec le représentant du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Iran, de Laos, de la Thaïlande et de l'Éthiopie. Regardez. Ces sommets de 2 jours qui se dérouleront le 10 et le 11 juin revêt une importance particulière en préparation du grand sommet des BRICS prévu en octobre. Lors de cet événement, les dirigeants du pays membre se réuniront dans la ville russe de Kazan alors que la Russie assume la présidence tournante du groupe. Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, a exprimé sa gratitude envers Sergueï Lavrov pour les condoléances adressées par la Russie après le décès du président iranien Ibrahim Raïssi et d'autres responsables gouvernementaux dans un accident d'hélicoptère survenu en mai dernier. De son côté, Sergueï Lavrov a affirmé le soutien de Moscou à l'Iran, déclarant que la Russie est engagée en faveur de la continuité de nos relations et de l'attitude inchangée à l'égard du développement d'une coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines. Ces rassemblements diplomatiques illustre l'importance des relations entre le pays membre des BRICS et souligne les efforts pour renforcer la coopération et les échanges dans divers domaines. Vous allez corriger avec moi, les sommets s'est tenu à Nijni Novgorod en Russie et non à N'Djamena. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a réaffirmé lundi 10 juin que les opérations de recherche pour retrouver un avion militaire transportant le vice-président du pays, Saulos Chilima, se poursuivraient jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé. Cette déclaration survient après la disparition de l'appareil survenu lors d'un vol de courte durée de la capitale vers une région montagneuse du nord du pays. Tiens, Bonga. L'avion qui transportait également 9 autres personnes a quitté Lilongwe, la capitale du Malawi, à 9h17. Cependant, il a disparu de radar et n'a pas atterri comme prévu environ 45 minutes plus tard à l'aéroport international de Nzuzu, situé à environ 370 km au nord. Nzuzu, 3e plus grande ville du Malawi et capitale de la région nord, s'y trouve dans une zone vallonnée et boisée dominée par la chaîne de montagnes Vifia, connue pour ses vastes plantations de pin. Face à cette situation critique, le président Chakwera a immédiatement ordonné une opération de recherche et de sauvetage. Le pilote n'a pas pu atterrir en raison d'une mauvaise visibilité causée par les intempéries. Les autorités de l'aviation lui ont donc conseillé de retourner à Lilongwe. Mais ils ont perdu le contact avec l'avion. Le commandant de la force de défense du Malawi m'a immédiatement contacté et je lui ai ordonné de lancer une opération de recherche et de sauvetage. Le chef de l'État a dû annuler son vol pour les Bahamas prévu lundi soir. Il a alors assuré que les recherches continueront jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé.
Je sais que certains médias ont rapporté que les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues. Mais c'est totalement faux. Les soldats de la force de défense du Malawi sont toujours sur le terrain. Et j'ai donné des instructions strictes pour que cette opération continue jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé. J'ai aussi demandé aux responsables qui supervisent l'opération de communiquer régulièrement des mises à jour sur l'avancement de l'opération, afin que nous soyons tous informés des progrès réalisés, pour découvrir ce qui est arrivé à nos proches, nos collègues et nos compatriotes qui étaient à bord de ce vol. Le vice-président Solos Chilima, âgé de 51 ans, était en route vers Nzuzu pour une visite officielle lorsque l'avion a disparu. La situation reste critique et la nation entière est en attente de nouvelles informations concernant les sorts de passagers à bord. Place à présent à la revue de presse. La revue de presse sera présentée par Diane Mbonga. Diane Mbonga, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces plateaux. Les journaux parus c'est mardi parlent beaucoup de la présentation du gouvernement souminois à l'Assemblée nationale. Judith Suminwa-Tuluka, le grand oral attendu. Tout à l'heure, allais-je dire, la prospérité.cd nous signe cet article. Bien évidemment, Viningali Junior. Alors, les journaux parus ce mardi à Kinshasa reviennent essentiellement sur la présentation attendue du programme du gouvernement que dirige la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Alors commençons cette revue avec bien évidemment la prospérité qui titre que la première ministre Judith Suminwa-Tuluka présente ce mardi 11 juin le programme quinquennal de son équipe gouvernementale. C'est un ambitieux programme qui s'articule autour de 6 engagements dont la création d'emplois, le renforcement du pouvoir d'achat de ménages, la protection des citoyens, la construction d'une économie plus compétitive, l'amélioration de l'axe au service de base, le renforcement de l'efficacité du service public sont les principaux axes que la chef de l'exécutif devra développer, croit savoir le quotidien. Toujours dans le même ordre d'idées, Judith Suminwa présente son programme d'action ce mardi à l'Assemblée nationale, le titre Zoomeko. Oui, Zoomeko sur le même volet titre que cette équipe, dirigée pour la première fois par une femme, fait rêver beaucoup de Congolais. À la veille du 64e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, analyse le tabloïd, d'aucuns espèrent que la République démocratique du Congo va connaître un tournant décisif. Le gouvernement va être investi dans les heures qui suivent, n'aura pas de temps à perdre. Aussitôt approuvé par les élus de la Chambre basse du Parlement, il devra se mettre aussitôt au travail pour traduire en actes les 6 axes du programme du second quinquennat de Félix Tshisekedi. Restons toujours dans le même ordre d'idées, mais cette fois-ci évoquant un aspect budgétaire qui est également important. Judith Suminwa-Tuluka propose un programme quinquennal de près de 93 milliards de dollars au titre Financial Afrique. Alors, Viningali Junior pour Financial Afrique, le gouvernement Judith Suminwa-Tuluka a toutes les chances d'être investi par la représentation nationale au regard des actions efficaces de plaidoyer qu'elle a menées la semaine dernière afin d'obtenir le soutien de la famille politique, l'Union sacrée de la nation. Concrètement, détaille le journal, les députés nationaux et sénateurs membres de cette plateforme politique s'y sont réunis le week-end passé afin d'échanger sur les enjeux actuels et futurs de la République démocratique du Congo dans un contexte dominé par la recherche permanente de solutions aux problèmes de Congolais. Changeons chapitre pour parler autre chose à présent. Pour son rôle des facilitateurs dans la crise politique, le Tchad veut baptiser une rue au nom de Félix Tshisekedi, titre Mediacongo.net.
Oui, comme nous fait savoir Mediacongo.net, le président tchadien Mahamat Idriss Déby prévoit de décorer son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en reconnaissant son rôle de facilitateur dans les processus de transition politique au Tchad. C'est ce qu'a annoncé Didier Manzenga, ministre congolais de l'intégration régionale, à son retour d'une visite au Tchad. Grâce à sa médiation, un accord a pu être trouvé pour organiser des élections inclusives et apaisées qui se sont tenues en 2024. Ces scrutins ont été remportés par Mahamat Idriss Déby. Tous les acteurs du processus de transition ont salué le rôle constructif joué par le président congolais. Revenons ici en République démocratique du Congo. Incendie intermittent à Bukavu, une cinquantaine de maisons calcinées à Niamgo. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Nos titres actualité.cd. Oui, on clôture cette revue avec cette nouvelle qui pince les cœurs. Plus de 50 maisons ont été ravagées par un grave incident dans la soirée de ce dimanche 9 juin au quartier Niamugo dans la commune de Gadutu à Bukavu. Le drame s'est produit lorsque les habitants regardaient le match des éliminatoires de la Coupe du Monde qui opposait la République démocratique du Congo et les Togo. La mairie de Bukavu avance un bilan de 29 maisons incendiées et 14 autres endommagées. Elle ajoute qu'un garçon a été blessé après l'écroulement d'un mur. Pendant ce temps, les victimes ont pour la plupart passé la nuit dans des églises et des écoles. Merci beaucoup Diane Bonga d'être passé. Merci pour la lecture de différents journaux parus ce mardi 11 juin 2024. Merci Viningali Junior. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de 13h sur Mondico Télévision. Restez branchés sur nos antennes car l'actualité reste en continu. Au revoir. Nous avons pratiquement détruit